Et pendant que vous installez, je vais vous présenter rapidement François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, Pascal Brun qui est là, conseiller municipal délégué au handicap de la mairie de Tours, et elle nous rejoint, Cécile Cheveillard, vice-présidente chargée de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap au département d'Indre-et-Loire. Quelques minutes avec vous pour partager un peu justement vos initiatives et aussi vos plaidoyers, votre conviction en faveur des politiques pour le handicap et l'inclusion. Je voudrais qu'on commence avec vous, François Bonneau, sur le sujet. C'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui en ouverture de cette convention, d'autant que vous avez vraiment fait du handicap un point fort, un axe fort de votre politique régionale, et on sait que la région a un champ d'action qui peut être plus limité que d'autres collectivités sur ces questions du handicap. Vous avez un certain nombre de domaines dans lesquels ça interagit fortement, mais vous avez vraiment décidé d'en faire un axe fort et transversal. On va en parler, on va évoquer quelques-unes de vos actions, mais en quoi, pour vous, pour le président de région que vous êtes, il y a un enjeu fort à mettre en avant ces questions du handicap, et dans quelle mesure ces questions-là sont aussi je dirais un levier, un ferment de ce vivre ensemble dont on sait aujourd'hui, dans ces temps troublés, qu'il est un peu compliqué à porter. Bien, tout d'abord, plaisir de saluer le président national et l'ensemble des responsables, de saluer le président régional et de remercier d'avoir mis superbement en lumière cette région Centre-Val de Loire. Plaisir de vous accueillir si nombreux. Vraiment, c'est un moment impressionnant. Alors, je suis avec mes collègues de la mairie, mes collègues du département, tout d'abord pour dire que c'est pas un sujet particulier que celui du handicap, et nous l'avons, je crois, abordé, et nous devons l'aborder toujours davantage comme le cœur des politiques publiques. J'ai l'habitude de dire qu'une société peut être comprise pour ses valeurs fondamentales lorsqu'on observe la place qu'elle donne aux plus fragiles. Je crois que c'est vraiment ça qui révèle, en dehors du discours, en dehors des prises de position, etc., ce qui révèle vraiment les valeurs d'une société, c'est la capacité qu'elle a à mobiliser, à faire de la situation des personnes les plus fragiles, faire une priorité dans la totalité de ces interventions. C'est la raison pour laquelle, alors que si on prend les compétences, les gens disent mais le département, etc., et c'est vrai, la ville, et c'est vrai, si on prend les compétences, la région n'est pas centralement. Eh bien, on a choisi, et elle est là, je la remercie pour le boulot qu'elle fait, Cécile Caillou-Robert, elle est conseillère régionale déléguée au sujet du handicap, au sujet des personnes porteuses de handicap, au sujet de l'intégration des personnes porteuses de handicap. C'est quoi? C'est pas que formel. Ça veut dire que son travail, sa mission, sa responsabilité, elle l'exerce comme ça. Elle est sur la totalité des champs d'intervention, qu'il s'agisse des transports, de la formation professionnelle, de l'habitat, de l'emploi, de l'économie, de la vie associative, de la vie culturelle, de la vie sportive, etc. Elle couvre ce champ. Parce que, véritablement, nous pensons qu'il n'y a pas une collectivité qui a en responsabilité le champ du handicap. Toute action publique doit être orientée pour ça. Et le deuxième élément, et je veux le dire avec force, c'est que, oui, l'État, oui, nos responsabilités de collectivité territoriale doivent être complètement mobilisées par cela. Et nous ne pouvons, et je veux le dire ici avec sincérité, nous ne pouvons atteindre ces objectifs que s'il y a une totale reconnaissance, une totale articulation avec l'engagement associatif. Ça n'est pas les associations qui demandent, ça n'est pas des collectivités territoriales qui sont en surplomb, etc. Aujourd'hui, l'action publique en direction du handicap, il faut à l'évidence le reconnaître, et que nous puissions interagir avec vous, ne peut pas se concevoir
sans l'engagement des associations, sans l'engagement des professionnels, sans l'engagement des accompagnants, sans l'engagement des familles. Et donc la vie associative qui organise tout ça, elle est fondamentale et nous voulons, nous, mettre en place l'action de la région dans une interaction avec la vie, avec le mouvement associatif, c'est fondamental. Alors, oui, votre présence... Votre présence ici témoigne de cette conviction-là. Elle s'inscrit aussi à travers une feuille de route que vous avez mis en place, feuille de route ambition, solidarité, handicap, qui porte un peu les grandes actions à travers les champs de mise en accessibilité, sur les mobilités, sur le bâti, sur les lycées, on y reviendra, sur la formation et l'emploi aussi. Et à travers cette démarche de concertation très forte que vous avez, alors elle se joue en interne avec cette personne que vous avez véritablement mise en délégation sur le sujet, à travers des réunions interdirections que vous organisez régulièrement sur ces questions-là, et dans cette dynamique de concertation qui est vraiment assez singulière avec les associations, avec les collectifs. Comment est-ce que concrètement vous la mettez en œuvre, cette concertation, et comment elle se manifeste, si je puis dire? Mais je vais prendre un élément parmi d'autres pour l'illustrer. Nous avons mis, alors vous allez dire, mais ils le font trop tard, on a mis en accessibilité notre hémicycle. Il n'était pas en accessibilité totale. On a décidé de faire la transformation de cet hémicycle pour le mettre en accessibilité. On avait donné la priorité à nos lycées, etc. etc. Bon. On décide de faire ça, c'est un chantier. Et avec Cécile, on se dit comment on inaugure ces travaux. Et on a choisi de faire que ce soit les personnes porteuses de handicap, les associations, les structures qui les accompagnent, qui soient au cœur de ce temps d'inauguration. C'était le 7 décembre, je crois. Le 7 décembre, on a réuni pour un temps d'échange qui a porté d'ailleurs avec des tables rondes, qui a porté sur les différentes dimensions de l'intégration et ça a amené véritablement des contributions à la politique que nous voulons mener. Puis parce que vous l'avez pas mis dans votre énumération, mais vous pouvez pas tout mettre, parce qu'on croit fondamentalement que l'intégration, elle n'est complète que lorsque les personnes porteuses de handicap sont avec les autres dans des moments de sport, dans des moments de culture, pas avec les autres simplement pour voir, mais avec les autres pour produire. On avait terminé cette journée par un spectacle qui était donné par des personnes porteuses de handicap. C'était vraiment très très fort pour traduire les valeurs qui sont les nôtres. De la même manière, on avait organisé autour d'un moment sportif des tables rondes qui étaient avec... On a ici, en région, on a Marie-Amélie Le Fur, qui est vraiment un exemple extraordinaire pour l'intégration par le sport. Je l'ai invitée à témoigner lors de mes vœux en janvier 2024, parce que elle envoie, comme on dit, elle envoie cette attente considérable, et elle est porteuse de cette idée. C'est inacceptable qu'on puisse regarder les grands sportifs des Jeux Olympiques sans avoir la même attention aux personnes porteuses de handicap qui sont engagées. Vous voyez, c'est dans tous les moments qu'il faut cette concertation, ça me paraît fondamental. Et puis, moi, je veux bien aussi, par rapport à ça, parler quand même, parce que je crois très fort à l'intégration par le travail, par la vie professionnelle, par la formation professionnelle. On a dans ce champ-là, par rapport à une responsabilité qui est la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, on a une responsabilité, on a une fenêtre. Eh bien, on fait de l'accueil des personnes porteuses de handicap dans les formations qui sont ouvertes à tous, personnes porteuses de handicap et personnes non porteuses de handicap. On en fait un élément fondamental. Sur l'emploi, pour nous-mêmes, on est à près de 10% de personnes porteuses de handicap dans le personnel de la région.
et on est extrêmement attentif à cela. Je crois qu'il faut que ce soit dans nos vies. Ça fait tellement de bien. Moi, je vous livre juste ça, une expérience personnelle. Mon boulot de départ, j'étais responsable d'établissements scolaires de l'éducation nationale et notamment de collèges. J'ai dirigé 3 collèges. Eh bien, dans chacun de ces 3, et notamment dans ceux que j'ai dirigés le plus longtemps, après avoir obtenu que les collèges soient en accessibilité totale, à chaque fois qu'on ergotait ici ou là sur l'accueil, etc., je disais aux parents, chez nous ça marche, venez. Et les profs étaient dans cette dynamique-là, et je peux vous assurer que ça fait un bien fou aux jeunes, pas simplement parce qu'ils aident, mais parce qu'ils apprennent à se connaître à travers cette différence. Ça fait un bien fou. Et vous avez des ambiances de classe, des ambiances de cours de récréation, etc. Il y en avait un, c'était un collège de zone d'éducation prioritaire difficile. Et je peux vous assurer qu'il y avait une grande partie de l'éducation qui passait par le regard qu'ils portaient sur leurs camarades qui étaient avec eux, qui vivaient les mêmes choses qu'eux, etc., avec sa situation particulière. C'est un élément fondamental. C'est pas une aide qu'on apporte à des gens qui sont différents. C'est une intégration au plan fondamental. C'est comme ça qu'il faut le vivre dans les politiques. Et c'est une aide aussi qu'il nous apporte. Merci beaucoup François Bonneau pour ces éclairages et encore une fois ce discours de conviction que vous mettez en action assez fortement. Je voudrais qu'on aille voir du côté, vous parlez des collèges, les collèges c'est du ressort du département avec vous, Cécile Chevillard. On ne va pas détailler toutes les actions que vous menez, vous conduisez, elles sont nombreuses. Plutôt là aussi, un peu comme avec François Bonneau, la philosophie que vous portez, et elle est singulière, puisque vous avez décidé de déployer un schéma unique des solidarités sur les personnes en situation de handicap et sur les personnes du grand âge. Et vous l'avez fait à partir d'une consultation citoyenne que vous avez engagée à la fin 2023 pour essayer de comprendre quels étaient les enjeux auxquels pourrait répondre ce schéma unique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le plus surpris dans cette concertation citoyenne ? Exactement. Alors, comme vous le dites, on engage cette réflexion qui maintenant va aboutir au mois de septembre par un vote au sein de notre conseil départemental sur ce schéma unique des solidarités. C'est-à-dire qu'avant, on avait des politiques dédiées, donc l'autonomie pour les personnes âgées et les personnes handicapées, l'éducation, etc., les routes. Et là, on s'est dit, en fait, la personne, on va la prendre globalement. Comme disait François Bonneau, on ne va pas dire il y a quelque chose de spécifique pour les personnes différentes ou fragiles. Tout est global et on va inclure les politiques qui, les unes dans les autres, elles vont s'imbriquer. Et donc, une personne, elle est concernée partout. Donc, à l'automne, effectivement, nous avons mené une concertation citoyenne qui a eu entre 700 et 800 réponses et qui nous a permis de dégager des grands axes de réflexion. Et notamment, on s'est rendu compte que les gens avaient vraiment besoin d'accompagnement et qu'il y avait une méconnaissance de l'offre de solidarité. Que pour l'accès aux droits, il y avait encore un travail important à faire pour que les gens sachent vraiment ce à quoi ils peuvent prétendre en matière de solidarité. Donc c'est un travail sur la proximité qu'il faut engager. Alors toutes ces réponses, on les a fait remonter, on les a travaillées au sein de 8 ateliers, aussi bien avec des professionnels du département qu'avec des professionnels qui viennent de chez nos partenaires, donc les partenaires associatifs, les partenaires institutionnels. La majorité ont répondu à l'appel et ont pu dégager les axes de travail en concertation. Et donc, c'est comme ça qu'on peut écrire notre schéma qui sera voté prochainement. Avec cette idée de la proximité, qui est vraiment un maître mot de ce schéma unique, et de la participation aussi. Plus de proximité pour les politiques conduites par le département, ça veut dire quoi concrètement? Ça peut s'opérer comment, en fait? Alors, c'est travailler sur plusieurs axes, donc la connaissance, l'accès aux droits, mais aussi des choses très concrètes comme le transport, par exemple, et puis le déploiement sur les territoires. Alors le transport solidaire, je sais que la région travaille aussi dessus, mais c'est quelque chose de très important, en particulier dans la zone rurale. Et on a quand même une bonne partie de nos départements, en tout cas, qui est concernée. Et donc là, ça va être du transport solidaire porté par une association. Ça va être aussi un travail sur les aidants, parce que c'est aussi les premiers à travailler ce transport.
Et puis tout ce qui est proximité et déploiement de l'offre sur le territoire avec à chaque fois une réflexion par territoire. Et ça, c'est très important de ne pas centraliser et de pouvoir aller aller vers les gens, en fait. Toutes les personnes. Toutes les personnes, et notamment celles qu'on va accueillir aujourd'hui sur cette scène, tout au long de la journée. Des témoignages de familles qui ont à charge des enfants dans ce qu'on appelle des situations complexes, de polyhandicap, de handicap psychique, qui se trouvent dans des impasses d'accompagnement. Il n'y a pas les places, il n'y a pas les structures, et il y a des charges pour elles qui durent avec le temps, faute de solutions. Comment est-ce que vous voyez, vous entendez ce désarroi avec des MDPH qui disent, ben voilà, vous êtes 12e sur une liste d'attente au final. Comment est-ce que vous entendez et quelles réponses vous pouvez essayer d'apporter au désarroi de ces familles-là? Alors ça, c'est un vrai sujet que vous évoquez là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les MDPH, on se réunit dans des commissions des droits de l'autonomie pour notifier en fait ce qui est le plus adapté au parcours d'une personne. Et très souvent, on se retrouve face à des solutions qu'on ne peut pas mettre en œuvre parce qu'on se dit cette personne, l'idéal pour elle, ça serait d'aller dans tel type d'établissement. Or, c'est pas possible parce qu'elle n'a pas la place. Donc, c'est un vrai sujet, surtout avec la politique globale de désinstitutionnalisation, de pouvoir trouver la place pour les gens qui ont vraiment besoin d'une institution. Donc, ça veut dire que les gens qui peuvent prétendre à plus d'autonomie, eh bien, il faut leur trouver d'autres solutions et puis qu'il faut fluidifier globalement les parcours. Et ça, on s'en rend compte, ça nous est remonté aussi dans cette consultation citoyenne, c'est le problème de la fluidité des parcours, quoi, qui est un vrai enjeu de changement de lieu d'hébergement, de changement d'état de vie. Souvent, autrefois, on disait mon enfant, il va entrer dans tel établissement et il y restera peut-être toute sa vie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Comme vous et moi, en fait, on a un métier, puis finalement, on change d'employeur, on emménage quelque part, et puis finalement, 5 ans après, on déménage. Et bien, en fait, c'est la même chose pour les personnes qui sont concernées par le handicap. Elles ne vont pas rester toute leur vie au même endroit. Elles ont droit d'avoir une évolution qui soit adaptée à leur état. Et donc là, on va travailler la fluidité des parcours avec des logements. Donc on a déjà engagé un travail sur le logement avec l'habitat inclusif et l'autonomisation des personnes qui peuvent aller vers plus d'autonomie pour pouvoir aussi dégager des places dans les établissements. Et avec des plateaux techniques par territoire. Dans la loi Bien vieillir, qui est passée récemment, il y avait un sujet en fait, sur les instances territoriales de l'autonomie, qui sont devenues les conférences territoriales de l'autonomie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, le département va piloter et va travailler avec l'ARS au sein de ces conférences pour vraiment déployer dans chaque territoire un vrai plateau technique avec un vrai dispositif des parcours entre les établissements enfance, enfin les dispositifs enfance et les dispositifs adultes pour qu'il n'y ait plus de rupture. Et au sein de la MDPH, il y a déjà une réponse accompagnée pour tous qui travaille justement sur les situations particulières, parce que finalement toutes les situations sont particulières. Et ce travail se déploie aussi en concertation avec les communautés 360 que vous avez certainement dû voir et qui commencent à se développer vraiment. Celle d'Indre-et-Loire qui existait un peu depuis 3 ans a vraiment été lancée récemment. Elle est portée en Indre-et-Loire par l'APF et elle permet de répondre en fait aux besoins des personnes qui ne veulent pas forcément se tourner vers les institutions, mais avoir, comme tout un chacun, une réponse dans le droit commun. Mais il faut quand même une réponse bien adaptée. Et pour ça, ça va être des professionnels qui vont trouver dans chaque domaine de la vie, le logement, mais aussi plein d'autres choses. Donc là aussi, on fait intervenir la paire aidance, alors pas dans la communauté 360, mais par ailleurs, pour que dans tous les domaines de la vie, on puisse avoir une réponse adaptée à la personne. Ouais, la proximité, c'est l'interlocuteur dédié, exactement, identifié, qui suit et qui accompagne. Et voilà. Et comme disait M. Bonneau tout à l'heure, c'est une mise en réseau avec toutes les associations qui existent
En fait, il y a un décloisonnement et un travail. On oriente. Il y a déjà des belles choses qui existent, mais elles sont méconnues. C'est le problème de l'accès à la connaissance. Donc, on oriente vers ce qui existe et qui est déjà bien, et on le déploie et on aide à le déployer avec des plateaux techniques. La ville de Tours, dans ces enjeux-là, elle porte aussi ses actions, elle porte aussi son esprit et sa philosophie d'action. Avec un petit mot rapide sur un des grands chantiers qui est le vôtre aujourd'hui, c'est la mise en accessibilité de la ville. Alors c'est la réalité de toute municipalité, la vôtre fortement, parce qu'un plan très ambitieux engagé d'ici 2030, parce que quand vous êtes arrivé en mandature, vous aviez beaucoup de diagnostics, plus que de mise en chantier un peu, donc il a fallu retrousser les manches et y aller, si je puis dire. Quel est le défi de cette mise en accessibilité et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors le défi était, on a 231 bâtiments à la ville à mettre en accessibilité, donc c'était un chantier, comme vous dites, énorme. Un diagnostic qui était déjà prêt quand on est arrivé, donc il a fallu mettre à la suite du diagnostic, forcément mandater une société, donc la 7 de la ville, pour réaliser ces travaux. Un calendrier, bien sûr, parce que 231 bâtiments, ça se fait pas en une année, budgétairement, parce que déjà, ça a un coût. Et puis l'organisation, ça concerne donc les gymnases, les écoles, la mairie, tous les établissements publics. Donc ce calendrier était établi avec les techniciens de la ville, la 7, et donc on a phasé les travaux sur 3 phases. Donc, nous venons de terminer la phase 1, 36 bâtiments. On engage la phase 2 jusqu'en 2025, début 2026, sur 31 bâtiments. Donc, ce sera 66 bâtiments qui sont faits en 3 ans. Et donc, on est en train de préparer la phase 3, parce que ça se prépare, même si dans 2 ans, les élections, on sera peut-être pas là, ou on sera peut-être là, mais au moins, ça sera prêt. Pour pas qu'il y ait de rupture justement de chantier et qu'il y ait une continuité et que cet engagement se poursuive. Oui. Voilà, c'est quand même déjà des phases 2, 12 millions d'euros suite à l'impact financier de la crise. Ouais, on a eu ce problème-là aussi de part de budget à 8 millions d'euros. On est passé à 12 millions d'euros. Et vous avez 23 millions d'euros d'ici 2025 qui sont budgétés pour cela. Pour l'instant. Pour l'instant. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, hein, si vous allez à Tours, il y a l'aménagement du bâti, il y a l'aménagement aussi de la voirie, il y a aussi l'aménagement d'une rampe d'accès sur l'accès au quai de Loire qui est là et qui est aussi, fait partie aussi de cette mise en accessibilité qui se veut assez globale. Un mot sur un autre aspect qui est aussi important. Je vais juste rajouter, c'était l'accès bâtimentaire, donc c'est l'agenda d'accessibilité, mais on a été au-delà. Parce qu'il y a quand même un regard porté par les associations qui avaient une forte demande d'autres accès, l'accès au droit commun de la Loire, comme vous dites, la quai de la Loire, qui était un endroit pas du tout accessible, en pavé Napoléon. On a une particularité ici à Tours où on a des vieux tours qui ont été construits avec des pavés ronds. Donc forcément, quand vous êtes soit en poussette, soit en fauteuil, ou mal marchand, donc ça occasionne des chutes et c'est difficile d'accès. Donc cette descente-là était vraiment symbolique pour eux. Depuis 30 ans, ils demandaient un accès à la Loire pour hors dehors de la guinguette, parce que forcément la guinguette c'est la phare, mais on peut accéder à la Loire tout au long de l'année. Et ce cheminement-là était fait en plus de la DAP. Voilà, c'est vraiment un budget supplémentaire. Un mot, je disais, sur un autre aspect qui est important et qui rejoint ce qu'on va aborder cette journée sur les situations complexes, c'est sur le champ de l'éducation. Alors, M. Monchalin disait à quel point c'est pas toujours facile de discuter avec l'éducation nationale, de collaborer en tous les cas avec l'éducation nationale sur ce sujet-là. Ça se pose au niveau du primaire, où il peut y avoir des difficultés de cohabitation avec un certain nombre d'enfants dans les classes et de formation des personnels pour faire cet accompagnement-là. Vous avez travaillé, vous avez collaboré à la mise en place d'une structure d'appui qui est une unité mobile qui se déploie dans un certain nombre de structures pour apporter des outils, pour apporter de la formation. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Alors, quand on est arrivé en mandature, par le fait de ma délégation, M. Bonneau disait avoir un rôle délégué, c'est aussi être transversal. Donc, cette compétence-là de l'accueil dans les écoles
nous est importante, parce que vraiment accueillir tout le monde. L'école inclusive, c'est un dispositif que l'on doit mettre en place. Et donc, il y avait une réelle difficulté des agents d'avoir un accueil de qualité, surtout, et une vraie souffrance pour eux et pour les enfants qui étaient forcément mal accueillis parce que sans outils. Ces remontées-là de personnel nous ont été dites par la direction générale et par le service d'éducation. Et donc, je suis allé consulter et voir les associations qui ont des appuis techniques, donc, dont le pôle ressources 37, hein, qui est une grosse association en français pluriel, qui avait déployé déjà une équipe mobile de soutien à l'appui en expérimentation financée par l'ARS. Donc, et via l'éducation nationale, on a donc voulu mettre en place cette équipe mobile. Donc eux, par leur expérimentation et nous, par les remontées des agents, on a identifié les écoles qui étaient en besoin. Et donc cette équipe mobile-là intervient. On a donc 4 écoles pour l'instant, maternelles surtout, parce que l'école inclusive, c'est dès 3 ans. Ce qui était nouveau, parce que jusque-là, les enfants en situation de handicap venaient souvent à partir de 6 ans. On ne les voyait pas avant. Elles étaient plutôt chez elles. Et donc, cette équipe mobile-là intervient auprès des agents, auprès des étudiants ou des surveillants de restauration scolaire, pour donner, observer, donner des outils, prendre en charge au départ et passer le relais. Et avec un débriefing avant et après le temps de restauration pour voilà, remettre le contexte. Et au fur et à mesure, cette équipe-là se retire parce que le relais est fait et du coup, ça gère les crises et ça vraiment diminue la tension au sein de la restauration et au sein des accueils périscolaires. Un mot en complément, Monsieur Bonneau, parce que vous avez en charge les lycées. Les lycées, c'est, je lisais dans le document là, de feuille de route que vous aviez, c'est 30 jeunes en situation de handicap notifiés ou non en moyenne par lycée. Et donc il y a tout un travail d'accessibilité des lycées sur lesquels vous travaillez. On va parler aujourd'hui de situation complexe et il y a un établissement sur lequel vous avez aujourd'hui voulu aller au-delà du réglementaire, c'est le lycée Joséphine Baker qui est à Hanches. Et c'est une vraiment belle histoire ce que vous avez travaillé à y mettre en place. Comment vous avez voulu, dans cet établissement, peut-être de manière pilote, essayer de donner un accès peut-être plus élargi que ce que la loi vous y oblige et pourquoi vous l'avez engagé? Oui, on est allé un peu plus loin que la loi parce que c'est souhaitable. La loi continuera. Il faut vraiment y croire à chercher les meilleures conditions d'intégration, c'est-à-dire la qualité de l'accueil, mais aussi la diversité des personnes qui sont accueillies. On est intervenu sur Joséphine Baker, c'est dans le nord de l'Eure-et-Loire de 2 manières. Il y a à la fois dans le choix des pictogrammes que nous avons mis en œuvre, qui sont identifiables par le plus grand nombre et qui permettent l'accueil de formes de handicap qui n'étaient pas dans le spectre des réglementations existantes. Et ça, c'est important. On va faire d'ailleurs la même chose pour un second lycée que nous construisons dans le cadre de ce mandat, qui sera dans le Loiret, à Châteauneuf-sur-Loire. Les consultations d'entreprise sont actuellement en cours. Mais on a aussi créé à Hanches un espace dit hyposensorial qui est destiné aux élèves ayant des difficultés spécifiques pour leur permettre des moments de calme, des moments de repos, des moments où ils vont pouvoir vivre à leur rythme, parce que le rythme lui-même, on sait ce que c'est que le rythme par rapport à une personne porteuse de handicap, et là, tellement d'investissements à faire en complément de ce que font les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, il y a vraiment des moments de fatigue, il faut que le rythme soit adapté. Donc on a créé ces espaces pour vraiment attester de la place à part entière des jeunes porteurs de handicap dans le lycée.
Et des groupes de travail sur le lycée plus inclusif que vous menez pour continuer et prolonger cet effort-là. En tous les cas, merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages. On voit les convictions, on voit les actions. Je vous remercie très chaleureusement. Je vous laisse regagner l'assistance. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci Pascal Brun et merci Madame Chevillard.